que Gérard Pellet nous résume ces 2 jours, je voulais d'abord le remercier toute l'équipe des intervenants autour de l'ensemble de ces tables rondes et de ce colloque. Et je voulais, puisque les Gay Games, c'est récompenser le dépassement de soi, c'est offrir une médaille à tous les participants. Alors, je n'ai pas de médaille pour l'ensemble des participants restants, mais j'ai apporté quelques médailles que je voudrais donner à notre président du comité scientifique et éthique, à France Lert, à Gérard Pellet, et puis à Michael Borot. Si vous voulez. C'est dans quelle discipline sportive? Alors, c'est la médaille de la participation. Et en fait, c'est une grosse médaille. Et c'est des médailles comme ça que l'on aura aux Gay Games à Paris en 2018 pour tous les participants. Ça, c'est celle de Chicago. C'est vraiment un exemple. Bravo. Voilà. Bravo. Il est timide, il est timide. Il l'a déjà, il l'a déjà. Ça marche? Non, il me faut le petit appareil. On les voit là. Non, vous avez les diapos devant vous. Voilà. Bien. Alors, je voudrais aborder 3 choses pour conclure ce colloque. D'abord, ce colloque, la santé des personnes LGBT, ça a été un vrai défi. Je vous raconterai comment. Je voudrais remercier, parce que c'est très important. Et puis, je voudrais essayer d'aborder, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'avenir, comment on peut avancer? Donc, des pistes ont été évoquées tout à l'heure. Je vous proposerai les miennes. Et voilà. Alors, le défi. En fait, j'ai découvert les Gay Games quand je suis allé chez Rosa Bonheur, qui est un endroit du parc des Buttes-Chaumont, à 2 pas de chez moi, au moment de la candidature de Paris 2018. Et j'ai même rencontré notre maire du 19e arrondissement de Paris, qui venait soutenir la candidature. Et après, donc, nous avons été sélectionnés parmi d'autres villes pour organiser les Gay Games. Et puis quand j'ai vu apparaître les premiers documents officiels de Paris 2018, j'ai vu du sport, bien sûr quand même. Alors moi, c'était plutôt un randonneur. Mon histoire fait que c'est très difficile d'être homosexuel, de faire du sport dans une équipe de basket et de hand, dans une petite ville de Bourgogne quand on a 16-17 ans, de 2500 habitants, c'est pas possible. Donc moi, je suis resté un grand randonneur, mais c'est voilà. Mais je vois apparaître des événements. Ça, je me dis, dans le monde gay, c'est un peu normal. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des défilés de mode, il va y avoir de la musique et des choses comme ça. Et je vois apparaître conférences académiques. Alors ça, c'est une conférence académique. L'ancien chef du bureau de la recherche en santé au ministère se dit, ça me cause quand même conférence académique. Donc je suis rentré surtout à cause de ça, conférence académique. Bon. Parce que là, je ne crois pas qu'il y ait de randonnée en sport. Si, oh là là, bon, il faudra que je m'inscrive alors dans les randonnées. Voilà, conférence académique. Et en fait, ça rejoignait une idée
qui me trottait dans la tête depuis très 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 longtemps. J'ai eu des responsabilités au sein de ce ministère sur la communication dans la lutte contre le VIH pendant beaucoup d'années. Mais j'ai eu aussi surtout une rencontre quand je travaillais à New York et à Montréal avec la santé communautaire en 1983-1984, donc au tout début du VIH, où grâce à ce que faisait le GMHC, Gay Health Men's Crisis, je découvrais la santé communautaire avec toutes les problématiques qui étaient non seulement le VIH qui apparaissait de façon massive, mais on parlait des femmes lesbiennes, des problèmes spécifiques des femmes lesbiennes, on parlait des jeunes homosexuels, on parlait des blacks homos. Donc j'ai eu cette diffusion de culture qui m'a ramené. Et après, bon, on a eu les périodes sida, il n'y a pas à revenir là-dessus, c'était prioritaire, mais de temps en temps, on voyait apparaître des problèmes de suicide chez les jeunes homosexuels, de temps en temps, on voyait aussi des choses venant des femmes. Et donc, je me disais quand même, le VIH masque un certain nombre de choses, et qu'il y a peut-être à aller voir autre chose que le VIH sur les personnes LGBT. Et un jour, je discutais avec Michael Borot, parce que je suis un grand fanatique, je suis un germaniste aussi, je suis un grand fanatique de la ville de Berlin. Et un jour, en discutant avec Michael, je lui demandais où il en était de ses études et tout ça. Et il me dit « Oh, tu sais, j'ai plus de sous pour le VIH. C'est fini, ça n'intéresse plus personne. » Mais par contre, le gouvernement fédéral nous aide pour la santé des personnes homosexuelles. Voilà. Donc ça a commencé à mûrir. Et puis quand j'ai vu ces Gay Games, j'ai posé ma candidature comme responsable du pôle santé. Alors, comme bon fonctionnaire de santé publique, j'ai commencé à faire des axes stratégiques santé avec des partenaires et tout ça. Là, je me suis remis au travail. Alors j'étais en retraite depuis quelques années. Et du coup, j'ai glissé au-delà du dopage, au-delà des assurances pour les sportifs, au-delà qu'est-ce qu'on fait dans les backrooms avec 15 000 participants qui iront s'égayer et tout ça. Bon, tout un programme. J'ai proposé un colloque sur la santé des personnes LGBT en disant on va voir ce que ça va donner. D'abord, les Gay Games, c'est international, un colloque international. Et donc, voilà, j'ai parlé ça a été approuvé par le comité directeur et on s'est lancé dans cette folle aventure. Mais j'ai l'habitude de faire des folles aventures dans ma vie, et professionnelle et associative. Alors, quelques anecdotes dans mon plan stratégique, tout ça bien bâti avec des partenaires. J'ai fait le tour de tout le monde. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il faut faire la vaccination de la méningite? Comment on fait avec les TROD et tout ça? Enfin, bien. Bon. Et donc, dans ma petite tête, je m'étais dit, bon, tout ça, printemps 2018, 2-3 mois avant les Jeux, on sera tranquille. Ça me permet de temps de le préparer et tout ça. Et puis d'un seul coup, dans des réunions un peu publiques, mon président dit, bon alors... on a quelque chose en juin 2016 avec l'Université de Lyon. Donc, au printemps 2017, ça sera le colloque La santé des personnes LGBT. Et puis après, on fera 2018. Donc, c'est vrai que le printemps 2017, c'est H-500, J-500. On est à 500 jours des Jeux. Donc, je pense que le président avait dû voir une opportunité de relancer ou de lancer à nouveau, au-delà des conférences de presse, les Jeux. Et donc, je me suis retrouvé avec un programme à monter 1 an plus tôt que prévu. C'est ça que je dis, quelques anecdotes. Alors, il y en a une autre anecdote aussi, c'est que, bien sûr, j'ai parlé de ça à des gens avec qui je partage beaucoup de choses, dont France Lert. Je lui dis, est-ce que je suis fou à avoir cette idée d'un colloque sur la santé LGBT? Ça a du sens? Est-ce que je déraille? Est-ce que bon... Et donc, j'ai eu des soutiens de France, on a discuté un peu. Et puis, Madame Hidalgo est arrivée entre-temps. Donc, j'étais en concurrence avec Madame Hidalgo. Alors là, quand même, Paris, vers un Paris sans sida, c'est quand même très, 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 très important aussi. Donc, dans les anecdotes, c'est que aussi, je me suis retrouvé en concurrence avec Madame Hidalgo, et France m'a fait comprendre qu'il fallait que j'attende un petit peu pour qu'on travaille sur le colloque. Donc, tout ça pour montrer que mes délais, mon rétro-planning était un petit peu difficile. Voilà. Bien. Ce qui fait que l'appel à communication était court. On n'a fait que 2-3 mois. On aurait eu 6 mois, ça aurait peut-être été plus. On n'a pas eu de communication d'Asie, ni d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. Enfin, voilà. Mais enfin, on a fait ce qu'on a pu. Alors, je vais remercier des gens, c'est très important. Donc, d'abord, tous ces gens qui sont intervenus pendant les 2 jours, tous les modérateurs et animateurs. Merci du travail que vous avez fait et de ce que vous nous avez amené. Je voudrais aussi remercier les auteurs qui n'ont pas été sélectionnés. Parce que nous avons reçu près de 60 communications, certaines n'étaient pas très bonnes,
mais beaucoup étaient très bonnes. Et c'était très très difficile pour nous parce qu'il n'y avait que 16 places. Donc, il a fallu sélectionner. Donc, je remercie les gens. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on va faire de ces matériaux, de ces travaux qui pourraient être utiles. Je voudrais remercier le conseil scientifique et éthique du colloque avec qui ce fut un très grand plaisir de travailler. Il y avait très longtemps que je n'avais pu travailler avec le monde associatif, du temps de santé plaisir gay, ou quand j'étais du côté des associatifs, je l'ai beaucoup fait. Après, en tant qu'institution publique, je ne l'ai plus fait. Et là, c'était un très très grand plaisir. Chacun à son niveau, avec ses capacités. Mais une suggestion, une prise en compte de quelque chose, ça a été formidable. Ça a été un très très grand plaisir. Et surtout, je voudrais remercier notre président du conseil scientifique, un jeune chercheur. Donc, merci Gabriel. Nous faisions beaucoup de Skype pour Montréal, pour ce faire. Merci à France Lert, qui m'a beaucoup aidé, conseillé, et qui a soutenu tout ça, et qui a participé au conseil scientifique. Et Michael Borot. Vous voyez que les médailles étaient très très bien décernées. Parce que même dans ce conseil scientifique, nous avons fait des fois des rencontres où il y avait Skype avec Montréal et Sydney, parce que parmi nos membres, Daniel Gredic de l'Université de Zurich était professeur invité à Sydney. Donc il fallait trouver l'heure où on commençait à se lever à Montréal et on allait se coucher à Sydney pour définir le programme. Donc vous voyez un petit peu les conditions. Donc, je voudrais remercier aussi les équipes de HF Prévention pour l'organisation matérielle du colloque, ainsi que les bénévoles de Paris 2018, du MAC Jeunes LGBT et du TIP qui ont participé, que vous avez vu. Et c'est vrai que si je n'avais pas rencontré les équipes de HF Prévention, et en particulier Jérôme André, je ne sais pas si j'aurais monté le colloque, parce qu'on ne trouvait pas vraiment de partenaire. Est-ce qu'on prend un prestataire de service? Comment on fait un appel d'offres et tout ça? Bon. Et puis, Jérôme m'a dit, allez, on y va. Je vais te donner un coup de main, ça marchera. Donc, merci à eux. Sinon, le colloque n'a pas eu. Mais, après tout remerciement, ça c'est bien. Mais pour nous réunir pendant 2 jours, il faut de l'accord et de l'argent. Donc, la deuxième diapo sur les remerciements, c'est, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, merci au comité directeur de Paris 2018, à Manuel Picot, d'avoir accepté, parce que quand même, le colloque, c'était très limite par rapport les Gay Games. Honnêtement, bon, il y a quelques sessions un peu sur le sport, mais enfin, on était bien loin du sport. Bon, alors merci, parce que c'est un vrai risque. Hein, c'est un vrai. Mais je pense qu'il avait une idée derrière la tête, c'était de dire, bon, si on fait ça en 2017, on va se faire un peu la main, on va tester nos capacités ou nos incapacités à faire des choses, et de tout ça, on en fera un reporting et une restitution pour voir comment améliorer nos pratiques. Hein. Donc il y a eu des plâtres, il a fallu essuyer des plâtres, mais je pense qu'ils n'ont pas été trop mauvais dans l'ensemble. Voilà. Donc, et surtout, alors après, une fois qu'on a ça, il faut y aller. Donc, remercie la Direction générale de la santé, que je suis venu voir en 2015 pour faire valider mes axes stratégiques. Moi, j'ai fait le tour de tout le monde, de toutes les popotes. Pas forcément pour demander de l'argent, d'ailleurs. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Qu'est-ce qu'on fait avec la méningite? Et dans le programme, la DGS, bon, ça, il y a les agences, santé publique, c'est son boulot de faire ça, on va pas. Mais il y a 3 choses qu'on a envie de vous financer. Les colloques. Ça nous intéresse. On avait 3 colloques en juin à 2016 à Lyon, qui étaient sport, discrimination, homophobie, de la vulnérabilité aux innovations, fait par les STAPS de Lyon, donc en juin 2016. Le deuxième colloque qu'a financé la Direction générale de la santé, c'est celui-ci. Et nous en aurons un autre que je vous demande de noter dès à présent, le 2 août 2018, à l'Hôtel de Ville de Paris, dans la grande salle de conférence, activité physique, sport, santé et bien-être. Donc là, on ira en plein dans le sport. Mais là, on a beaucoup de data. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va éliminer? C'est plutôt ça, c'est contrairement aux homos. Hein. Ensuite, des financements privés. Je voudrais vraiment remercier le laboratoire Vive Healthcare. C'est parce qu'il a donné un montant significatif qu'on a pu vraiment être en capacité d'organiser, d'inviter des gens du Canada, de leur payer leur voyage, leur séjour, de vous faire que vous puissiez manger à la cantine gratuitement. Ça. Donc merci à Vive Healthcare. Et puis tous les autres partenaires publics, en particulier la DILCRA, auprès du Premier ministre, la culture qui nous a aidés pour l'interprétariat, et Santé publique France et la NRS qui sont également donné des subventions pour ce travail. Et puis, vous avez vu que Blued, qui est une société privée, qui est le premier sponsor officiel de Paris 2018 il y a quelques jours. Donc, grâce à eux, il y a eu le streaming, il y a eu la vidéo. Merci à tous ces braves gens et institutions.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose 3 axes. Nous avons un devoir de porter aux institutions publiques notamment, mais peut-être pas qu'à elles, tout ce que nous avons pu faire apparaître au cours du colloque. Donc il me semble qu'il est nécessaire de poursuivre le travail du comité scientifique et éthique mis en place pour ce colloque. Par exemple, pour ce que j'évoquais tout à l'heure, comment valoriser tout le travail qui a été fait entre les gens qui sont venus exposer, puis ceux qui ont été déboutés parce qu'il y avait que 16 places, quoi. Donc je voudrais... La vidéo pendant 2 jours là, qui vient d'être tournée, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc il y a tout un travail de valorisation qui nous est demandé et qu'il faudrait faire. J'ai un peu encore d'argent sur mon budget, donc il faut qu'on puisse l'utiliser. On se demandait si également on ne pourrait pas refaire le point dans 2-3 ans, avec une identification peut-être de problématiques spécifiques lors d'un prochain colloque, en disant rendez-vous dans 3 ans pour voir sur tel et tel sujet. Il semble qu'il faut, ça a été abordé tout à l'heure, que nous puissions systématiser le travail collaboratif entre les institutions, recherche, institutions de santé, personnes de terrain concernées, associations professionnelles de santé. Et je pense toujours qu'il faut qu'on utilise mieux l'expérience acquise par d'autres pays. Je pense notamment à ceux de culture francophone, à nos amis suisses et québécois, mais également ceux qui ont une grande expérience de santé publique anglophone, dont les collègues du Royaume-Uni. Donc allons regarder ce qui se fait ailleurs et soyons encore plus exploiter ce qui est bien pour qu'on puisse l'insuffler, sachant que nous, on a nos spécificités françaises, notre système français, mais il y a sûrement des choses, des démarches, des méthodes à utiliser. Deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on engage un vrai travail de sensibilisation et de formation des professionnels de santé sur nos modes de vie, afin que nos médecins puissent répondre de la façon la plus professionnelle et éthique possible à nos besoins de santé. Donc je suggère qu'on engage collectivement un partenariat avec des instances professionnelles de premier plan, comme le Collège de la médecine générale, qui est membre du Conseil scientifique et éthique et partenaire académique du colloque. Et est-ce qu'on ne pourrait pas rendre visibles nos travaux, nos conclusions, nos enjeux qui sont apparus dans le colloque lors du congrès et de les restituer lors du congrès annuel de la médecine générale qui aura lieu en mai 2018, mars-avril, oui, je ne me souvenais plus de la date, en mars-avril 2018, pour qu'on ait le temps de préparer. Là, il y en a un autre qui va avoir lieu en mars, mais c'est trop court. Donc, je me permets d'en parler publiquement, puisque vous l'avez évoqué, hein, Madame Certain. Donc, je pense que là, il y a une opportunité. Il y a 4000, je crois qu'il y a 4000 médecins qui viennent au collège, au Palais des Congrès. Donc là, il y a une formidable opportunité. Et après, engager des formations. Troisième élément, je pense qu'il faut soutenir la diffusion au niveau de nombreuses associations LGBT d'une culture de valorisation du bien-être et d'éducation à la santé. Alors, ce n'est pas une spécificité des communautés LGBT. Hein. Monsieur Desenclos ne va pas me mentir. L'une de nos faiblesses en France sur la prévention est claire, est majeure. Hein. L'éducation à la santé, on a un retard énorme. Donc, je pense que des institutions comme Santé publique France ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a un rôle à jouer auprès non seulement de la population française en général, mais aussi des communautés LGBT pour faire évoluer ces choses-là. Et enfin, les enjeux de santé sont très difficiles à porter donc quand on vient d'une association de convivialité. On ne vient pas pour écouter des problèmes de santé, on vient pour rencontrer des gens, pour partager, pour faire du sport et tout ça. Qu'est-ce que vient faire la santé là-dedans? On vient nous emmerder avec des problèmes de santé. Donc c'est très difficile pour les associations LGBT d'intégrer à part entière ces problèmes-là. Mais il y a des efforts, il faut les soutenir, et ça me semble très important. En particulier, le centre LGBT de Paris-Île-de-France a lancé très récemment un travail de réseau santé LGBT qui a fait venir un certain nombre de gens, qui est animé en particulier par Sandrine Fournier et par Colline May. Et donc, il faut que ça soit, se structure, travaille, soit diffusé aussi à la province. C'est très, très important de soutenir ces initiatives. Et puis enfin, je voudrais saluer des efforts qui sont déjà entrepris par des associations LGBT, qui sont dans le champ du sport ou, je dirais, de rencontres plus chaudes et intimes,
et qui intègrent déjà à part entière des enjeux de santé dans leurs activités. Mais malheureusement, elles sont assez peu nombreuses. Mais je tenais à leur donner un coup de chapeau parce qu'elles ont su intégrer dans leur champ des enjeux de santé, de protection, d'information, de prévention, par des ateliers, par des trucs pratiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Théoriquement, il y a autre chose d'autre. Et voilà. Merci. Et au travail.